Bonsoir et bienvenue dans 28 minutes. Le délice de se la mettre en bouche, de jouir de sa sensualité, de sa grandeur, de son expressivité. La langue française magnifiée, massacrée ou simplement parlée par 274 millions de locuteurs dans le monde. Dans le cadre de la semaine de la langue française et de la francophonie, nous fêtons ce soir notre merveilleuse langue aux 60 000 mots, mais 3 000 suffisent à faire. Dans la deuxième partie de l'émission, nous débattrons du français dans le temps et l'espace. Est-il menacé par l'hégémonie du gallo-ricain, la langue de la com? Doit-il rester pur? Doit-il devenir un espace de résistance? Toutes questions qui passionnent notre premier invité, l'événement. Fabrice Lucchini, dit Fabrice Deldingo, passeur et diseur obsessionnel de la littérature française. Bonsoir Nadia. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Guillaume Roquet. Bonsoir. Bonsoir Fabrice Lucchini. Bonsoir. Vous démarrez ce soir Poésie au Théâtre des Mathurins. Oui. C'est plein jusqu'au mois de juin. Oui. Vous y incarnez le verbe, la langue, la littérature française. Pourquoi êtes-vous avec nous ce soir, sachant que vous détestez tout ce qui est événements festifs, commémoration, festivisme à la Philippe Muret, comme Philippe Muret le décriait. Je n'ai pas le génie et le talent de cet essayiste sublime. C'est la francophonie qui vous bouleverse? Non, mais moi, je fais un spectacle qui interroge le mot poésie, qui part de Valéry et qui part par Molière, la biche. Et comme on me demande de venir, j'avais un choix, Chazal, un 20h, 9 millions, ou un 500 000 Arte. Je me suis dit, peut-être 500 000 Arte très pointu, spécialiste de Paul Valéry, adepte, fan de Rimbaud, capable d'écouter le bateau ivre en abandonnant la volonté de comprendre. Ce génie rimbaldien, peut-être que c'est peut-être ma place, modestement. C'est votre cœur de niche. Je dirais que si vous avez eu la gentillesse de m'inviter, eh ben, je ne peux pas refuser. C'est quasiment une aumône qu'on vous fait. J'ai adoré ce journal depuis que je sais que j'allais être invité. J'ai regardé. Je me suis dit, c'est totalement singulier. Vous interrompez le projet général du 20h. De l'abêtissement. Vous êtes en rupture avec ces débats où chacun a une opinion très différente un jour. Et je trouve surtout qu'il y a un côté résistance albanaise. C'est-à-dire très peu de moyens, mais comme dirait Grotowski, le théâtre de la pauvreté. Bienvenue à Tirana. Elisabeth Quint, il y a un côté théâtre de la pauvreté. Très et bien. Grotowski, c'est pas n'importe qui. J'en suis sûre. On vous retrouve à Tirana en direct dans un instant après l'Expresso que vous a consacré Thibault Nolte. Ah, je l'ai connu. En France, il est des traditions qui ne se perdent pas, comme l'injonction culturelle, le plaisir par devoir. Aujourd'hui, le CSA, notre gendarme de la télé, décrète le grand frisson alphabétique avec sa première journée de la langue française dans les médias audiovisuels. Un orgasme national combinatoire et un slogan idoine, dites-le en français. Comme l'Académie française et Radio France, Arte sert de lupanar à cette orgie sémantique. Et qui de mieux pour donner le fouet linguistique au vilain spectateur de 28 minutes qu'un grand maître locuteur, le clinicien du ligotage célinien, du pincement du Baudelaire, de l'arrosage au Molière, en somme le poppers de la langue française, Fabrice Lucchini. Fabrice Lucchini a changé le paradigme du samedi soir. Cheminée, peau de bête et bécherelle. Pourtant, celui par qui le spasme lexical arrive est fils de mineur baptisé à Montmartre, cancre orienté garçon coiffeur et même noceur réputé ami de Johnny Hallyday. Johnny Hallyday, oui, mais laquelle, comme n'aurait jamais osé dire Alphonse Allais. Contrarier le destin, tordre la provocation, prendre la parole et surtout ne jamais la rendre, convoquer l'âme de James Brown pour faire danser La Fontaine, définir le romérisme extravagant. Fabrice Lucchini est un service public, une ambassade de France en France, un morceau d'anatomie tricolore, celle qui dirige le monde. L'orgasme national peut commencer. Bon, bref, Fabrice Lucchini incarne le verbe et incarne la littérature française. Fabrice Lucchini, d'où vous est venu cet amour, cette passion? Est-ce que ça remonte à vos années sur la butte Montmartre où vous rencontriez des voyous qui avaient un verbe extraordinaire et à travers lequel vous découvriez que la langue française était vivante? Le type qui disait un jour « tu te dérobes, bah, je m'arrache ». Vous voyez, mine de rien, puisqu'on est sur Arte, on peut citer Nietzsche, puisque c'est cette réconciliation des deux pays, l'Allemagne,
même s'il a dit un jour « Croiser un Allemand peut retarder mon processus de digestion ». C'est Nietzsche. Admirable. C'est beau cette phrase, non? Je l'ai dit une fois en Allemagne, je jouais, ils se sont marrés, beaucoup d'humour. Nommer quelqu'un dans la rue, un soir d'été, place des Abbesses, propose à un personnage très grand qui s'appelait Rob, accompagne-moi, boulevard de Clichy. Il y avait dans cette demande une intensité de projet. L'autre répond, lâche-moi. Et l'autre dit, tu m'accompagnes ou pas? L'autre dit non. Et il l'a regardé, il lui a dit, tu te dérobes? Et j'ai trouvé fascinant ce mot, se dérober. Et les voyous des Abbesses, aidés par Jean-Claude Barrault, m'ont donné comme livre Le voyage au bout de la nuit quand j'étais garçon coiffeur. Et quand j'ai ouvert ce livre, je l'ai ouvert à un moment précis, c'est la balle que Céline Détouche reçoit dans la tête. Il se retrouve à l'hôpital et j'ouvre ce livre à une phrase précise, j'en parle dans le spectacle Poésie, où Céline dit « J'avais écrit enfin à ma mère, elle était heureuse de me retrouver, ma mère, et pleurnichait comme une chienne à laquelle on a rendu enfin son petit. Elle croyait sans doute m'aider beaucoup en m'embrassant, mais elle demeurait cependant inférieure à la chienne, parce qu'elle croyait aux mots, elle, qu'on lui disait pour m'enlever à la guerre. La chienne, au moins, ne croit que ce qu'elle sent. » Et il y a une phrase, après, qui était « Avec ma mère, nous fîmes un grand tour dans les rues proches de l'hôpital. » Pourquoi ? Pour la première fois, cette chose m'a complètement parlé, c'est-à-dire que la littérature n'était pas un renseignement abstrait d'une classe sociale. La littérature révélait du réel parce que le créateur nommait ce que nous ressentions et nous n'avions pas le génie de l'agencement des mots. À partir de cette rencontre avec Céline, je suis rentré dans une vocation qui a été la découverte du répertoire classique. Mais vous partez d'exemples vivants de votre jeunesse aux Abbesses, et vous arrivez à des auteurs qui sont morts, parce que tous ces grands auteurs que vous déclamez, Céline, La Fontaine, Flaubert, Muret, ils sont plus là. Est-ce que c'est parce qu'il faut défendre la grande littérature contre la modernité? Je pense qu'il n'y a pas, pour un amoureux de la langue, autre chose comme matrice que le XVIIe. Pour un acteur qui est un exécutant, qui n'est pas un littéraire, qui n'est pas un académicien, qui n'est pas un philosophe, qui est un exécutant. La langue paroxystique et géniale, c'est très simple, c'est le XVIIe. C'est comme ça. C'est Molière, La Fontaine au même niveau, Corneille, Racine. Pourquoi? Parce que c'est l'incarnation de la rigueur, de la contrainte. De l'agencement. Et à l'intérieur de cette contrainte, le sommet du naturel, donc du sommet du vivant. Et qu'un acteur qui doit résoudre ce problème de la contrainte pour arriver à l'antinaturalisme sordide, l'anti-psychologique, ouais, tu parles comme moi, comme ta race, oui, tout ça, on est fou de bonheur de la promiscuité. Non, quand un jeune homme merveilleux sur France Inter ce matin me dit « Vous êtes le rappeur, c'était gentil », mais non. On part à MC Solar. Mais non. Mais le plus grand rappeur de tous les temps, il s'appelle La Fontaine. Je vais t'en donner la preuve. Un chat nommé Rodilardus faisait au rat telle déconfiture qu'on n'en voyait presque plus tant il en avait mis dedans la sépulture. Le peu qu'il en restait, n'osant quitter son trou, ne trouvait à manger que le quart de son sou. Et Rodilard passait chez la gente misérable, non pour un chat, mais pour un diable. Vous remarquez au hasard que rien n'est rhétorique. Même le génie de Baudelaire est dépassé là, parce que non pour un chat, mais pour un diable. Or, un jour, qu'au haut et au loin, le galant alla chercher femme, pendant tout le sabbat qu'il fit avec sa dame, le demeurant des rats d'un chapitre en un coin sur la nécessité présente. Écoutez chaque mot. Le demeurant, demande sur la nécessité présente, d'élabore, leur doyen, personne fort prudente, opina qu'il fallait, et plutôt que plus tard, accrocher un grelot au cou de Rodilard, qu'ainsi, quand il irait en guerre de sa marche avertie, il s'enfuirait sous terre, qui n'y savait que ce moyen. Chacun fut de l'avis de monsieur le doyen. Chose ne leur parut à tous plus salutaire. La difficulté fut d'attacher le grelot. L'a dit, je n'y vais point. Je suis pas si sot. Pénétration de la langue de la paysannerie. Pénétration. Alors, et comme ça, c'est plus que La Fontaine. Qu'est-ce que tu entends? Non, c'est du tout La Fontaine que tu entends. Fabrice Lucchini. Mais tu entends ça, et quand on me dit gentiment sur France Inter, complètement de gauche,
Vous êtes un rappeur, oui, je veux bien être un rappeur si La Fontaine vous n'êtes est pas le un plus grand rappeur de tous les temps. Vous êtes un hommeur. Je voudrais vous soumettre quelque chose. C'est Nadia qui va vous soumettre des réactions. Par les temps, parce qu'on n'a quand même que 10 minutes. Des réactions de collégiens. C'est une histoire qui est géniale et désespérante. En même temps, ça s'est passé lors du dernier bac français. Les élèves des classes S et ES ont dû plancher sur un texte de Victor Hugo, le poème Crépuscule, tiré des Contemplations. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont été assez insensibles au charme d'Hugo. Voilà ce qu'il disait en sortant de l'épreuve. Victor Hugo et toute sa compagnie créole de poètes, là, ils m'ont pris la tête un truc de fou. Victor Hugo, si je te croise dans la rue, t'es mort. Ou encore, vous êtes trop méchant avec Victor Hugo, le pauvre, il était trop chou dans son poème. Est-ce que ce genre de choses, ça vous donne pas envie de vous rendre dans les lycées, dans les collèges, dans les écoles primaires pour parler d'Hugo et des autres? Moi, je suis prêt si on me paye, oui, je ne veux pas faire ça. Je ne suis pas un acteur citoyen. Moi, je fais mon métier, donc on me paye. S'ils avaient écouté Bose, s'était couché de fatigue accablé, il avait toujours travaillé dans son air, puis avait fait son lit. À sa place ordinaire, Bose dormait près des boisseaux pleins de blé. Ce vieillard possédait des champs de blé et d'orge. Il était quoique riche à la justice enclin. Il n'avait pas de fange en l'eau de son moulin. Il n'avait pas d'enfer dans le feu de sa forge. Sa barbe était d'argent comme un ruisseau d'avril. Sa gerbe n'était point avare ni haineuse. Quand il voyait passer quelques pauvres glaneuses, laissez tomber exprès des épis, disait-il. Il faut être responsable. Si les gens se désintéressent, c'est pas uniquement à accabler ces gens-là. Si nous associons la langue française, la culture, à quelque chose de très compliqué, ou alors de très naturaliste, c'est pas étonnant qu'ils sortent ça. Pourquoi ils sortent ça? Moi, si je vais modestement dans cette école, j'attaquerai par une séduction. C'est-à-dire, au lieu de les emmener dans Valérie ou dans Rimbaud, je ferais Tremé Beaucorps sur un breuvage chez Perne était dans son logbé, un mâchereau. Tremé Narod par l'honneur alléché. Lutin. Vous savez, on parle que de la langue française depuis ce matin. Quand Céline arrive, cet événement immense dans la littérature, ce personnage affreux qui arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il tue Anatole France. Il tue la phrase plate. Qu'est-ce que fait Céline? Il amène l'argot. Qu'est-ce que fait Céline? Donc cette histoire de langue française, c'est très compliqué. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre Paul Valéry, Rimbaud? Toi, tu es uniquement sur ton prompteur. Oui, Rimbaud, mais c'est beaucoup plus important de dire que c'est très bizarre. Les gens savent pas de quoi Venez, Gérard Louviot. La langue française est d'une richesse hallucinante, puisqu'il y a Verlet, parce qu'il y a Valéry. Est-ce que je peux vous présenter Gérard Louviot, Fabrice Lucchini? Gérard Louviot qui publie un témoignage sur son existence. Il était illettré jusqu'à l'âge de 35 ans. Ça ne me branche pas du tout, mon histoire de Ça me branche énormément. Valéry. Mais je pensais que lui, que son destin d'homme qui a vécu sans savoir lire et écrire et qui s'en est caché de tout le monde et qui un jour a eu une sorte d'épiphanie et qui s'est dit « je ne peux plus continuer comme ça », je pensais que ça pouvait vous intéresser de croiser Gérard Louviot, pour qui La Fontaine était, même La Fontaine, alors que c'est limpide, était obscure. Une poésie de La Fontaine, quand vous étiez à l'école, Gérard Louviot, c'était impossible. C'était un Himalaya. Tout à fait, oui. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre existence pour qu'à 35 ans, vous décidiez que ça suffisait comme ça, de vous cacher de tout le monde? Je pense qu'au départ, j'ai eu un mauvais départ où j'ai raté un épisode de ma vie à la maternelle. Et après, j'ai pas réussi à suivre, donc automatiquement, j'ai été mis... Vous aviez peur de l'école et vous êtes devenu un cancre, ce qu'on appelle un cancre. Non, j'ai été mis dans un institut médico-social où j'ai passé 10 ans de ma vie et où j'ai pas appris à lire et à écrire, tout simplement. Et vous avez réussi à vivre, à travailler? J'ai réussi à vivre, apprenti dans la boulange, vous avez même passé le permis de conduire? Tout à fait. Comment on fait pour passer le permis sans savoir lire? On a des croquis et on apprend... moi, le fait de ne pas savoir lire, c'était les dessins. J'ai appris par les dessins. Ouais. Qu'est-ce qui vous manquait alors, si vous arriviez à travailler sans savoir lire? Tout, tout, c'est-à-dire le verbe, tel que la poésie, la littérature, comme Fabrice Lucchini les mots, le nommait, mots, le disait. La lecture, tout ça, ça manque tout ça quand on ne sait pas lire. Et ça veut dire que vous le cachiez à absolument tout le monde? C'était vraiment un secret que vous cachiez à tout le monde? J'en Proche, milieu professionnel. Vous en aviez honte? Oui, j'en avais honte. Oui. La honte parce que de peur de découvrir ce qu'on est en réalité. Ouais. Donc à partir de là, on se cache. On vit dans sa bulle, on vit pas comme les autres. On ne va pas au contact des autres. On ne va pas au contact des autres, on n'a pas de conversation. Quel est le premier livre que vous avez eu le bonheur d'ouvrir et de pouvoir lire d'un bout à l'autre, à part le dictionnaire que vous avez lu intégralement, je crois? Tout à fait, c'est le roman de Belle et Sébastien, mon premier roman que j'ai trouvé admirable, que j'ai lu en à peu près 2 mois. Oui. Pour la première fois de ma vie, j'ai lu mon premier roman.
Et vous lisez toujours, énormément? Toujours, oui. Et vous avez des enfants? J'ai 5 enfants. Qui savent lire et écrire, bien sûr? Oui, tout à fait. Et ce témoignage, c'est pour tenter de faire quelque chose contre un illettrisme rampant, honteux, qui frappe et qui fait souffrir trop de gens encore en France? Pour prouver qu'on peut réussir avec de la volonté, de la motivation, avec des gens autour de soi, des gens qui font confiance, des gens qui savent tendre la main. Et puis voilà, et on arrive avec tout ça, quoi. Les gens qui font confiance, quoi. Fabrice Lucchini, vous avez haï l'école? Oui, moi j'étais inadapté. C'est pas pour faire de la démagogie, pas loin de. Moi j'étais, tu sais, mes parents vendaient des fruits et des légumes, tutoiement immédiat. Côté, ma femme aussi a fait ça aussi. Tu as fait ça. Côté pote immédiat, tu vois, le côté journalistique. Là. Factisme immédiat. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas parce que vous ne saviez pas lire, je m'en fous complètement, moi, j'en ai rien à foutre. Mais par contre, quand vous entrez, vous entrez. Donc il y a le miracle dont parle Lévinas. Vous avez un visage, un sourire, des yeux, un nez, des oreilles. Et à ce moment-là, c'est ce symptôme dont vous parlez. Moi, j'ai commencé à l'école, j'ai quitté comme vous, à 13 ans et demi. Avec le certif ou pas? Je l'ai eu. Oui. Et puis, vas-y. J'ai quand même eu mon CAP. T'as eu le CAP? Oui. Parce que j'avais... De boulangerie? Oui, j'ai eu mon CAP. Et parce que j'avais, en pratique, j'avais 20 sur 20. Mais à l'écrit, comme je n'avais jamais été à l'école, je n'ai pas dépassé les 5 points. Fabrice Lucchini, vous aimeriez le français de la même façon si vous aviez été bac plus 7? Ou énarque? Si j'avais le bac plus 7 et si j'aurais une connaissance... Le mythe de l'autodidacte est un mythe assez bourgeois, finalement. L'autodidacte, il y a des limites. Par exemple, je pense que ma vie, ça a été un miracle le jour où j'ai été dans un cours de théâtre et que j'ai vu l'immensité du répertoire. J'avais rien entendu. Je ne veux pas faire le pote, hein, tu sais, comme font les mecs à Canal où on est tous potes. Mais j'avais rien entendu comme vous. Je ne comprenais rien. Et le jour où Jean-Laurent Cochet, c'est exactement le produit, c'est exactement le thème de mon spectacle. Poésie. Cochet entre et il y avait un élève qui passait une scène de La Biche et puis après une fable de La Fontaine et après une scène de Molière. Et pour la première fois, je me souviens très bien, le gars devait entrer dans un salon bourgeois et dire, c'est un petit extrait des Deux Timides, c'est l'histoire d'un mec fou amoureux d'une nana, il entre dans un salon bourgeois, il hurle « Madame, monsieur, j'ai bien l'honneur ». Il regarde, le salon est totalement désert. Il se tourne vers le public et il dit « Tiens, personne. Oh, tant mieux ». Ça m'a rendu dingue. Ça m'a rendu complètement dingue. « Madame, monsieur, j'ai bien l'honneur ». C'est désert. « Tiens, personne. Oh, tant mieux ». Ce que je redoutais le plus, c'était de rencontrer quelqu'un. Je frissonne à l'idée de me trouver en présence de ce père qui sait que j'aime sa fille. Oh oui, je l'aime. Depuis ce dîner où j'ai cassé un verre, je viens tous les jours à Chatou pour faire ma demande. J'arrive par le convoi de midi, je n'ose pas entrer, je repars par celui d'une heure. Si on n'est pas rendu. Tant que ça, quand les gens ils m'appellent pour me dire dans telle télé ils vous veulent pour la langue française, je dis mais c'est tous les jours la langue française. Nous avons, Sioran en a très bien parlé. Sioran, je vous le conseille, quand vous avez un coup de déprime, vous vous faites syllogisme de l'amertume. Ça va vous rebooster. Vous lui enverrez, Fabrice Lucchini. Vous lui enverrez. Quelque chose, depuis que j'ai appris le dictionnaire, quand même, j'ai appris un mot épatant, c'est le mot élaboré. Parce que j'ai élaboré mon vocabulaire, je l'ai enrichi. Avant, je n'osais pas parler. Je n'avais pas tous ces mots que vous avez là. Merci. À tous les deux. Fini. C'est fini tous les deux. Bon, on s'arrache, comme disait le voyou de la butte voilà, Montmartre. Retour à la case départ. Et le seul mot qu'on peut dire, c'est que... Vive l'Albanie. Le seul drame du peuple français, c'est qu'il n'aime plus sa langue. Alors, ce qui est étonnant, c'est que Sioran arrive en France et se met à écrire dans notre langue. Et quand tout est parti dans Poésie par une histoire dans un taxi, je répétais le bateau ivre à voix basse. Je dis au taxi, rassurez-vous, je ne suis pas débile, je mets en bouche mon texte. Et le monsieur se tourne et me dit, mais c'est rare des clients comme vous, c'est à tomber de beauté. Vous êtes gentil, vous ne pouvez pas parler plus fort, me dis-tu. Gentiment, je me dis, allez, hein, on est quand même avec Hollande très proche. Donc je me dis le bateau ivre. Il s'arrête à un feu rouge, il me regarde, il me dit, c'est magnifique, j'ai rien compris. Et je lui ai répété, rassurez-vous, moi non plus. Tous les soirs, au Maturin,
Je dis un immense. Mais sans invitation. Mais immense. Peut-être que toi, je vais faire. Peut-être que une vous, exception. Si vous voulez. Pour Gérard Ça Louviot. m'embête, mais vous pouvez inviter votre compagne. Merci à tous les deux. Gérard Louviot, beaucoup, Fabrice Lucchini. Pendant que Lucchini fait de la retape, le français doit-il rester pur? Doit-il entrer en résistance? On en débat. Après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Alors, je vais te dire juste une phrase. Ah non mais franchement, après le brainstorm et la conf call, j'étais complètement burn-out et il fallait encore que je check mes mails, que je forward 2-3 dossiers à mon boss, tu vois. C'est no way là. No way. Conf call en one-to-one avec le team manager, workshop corporate et brainstorming. Les anglicismes ont pris le pouvoir dans les open space. Dans l'entreprise, c'est mainstream. Enfin, tendance quoi. Du coup, des pelletés de mots ringards passent à la trappe. Propulser par exemple. Qui utilise encore le verbe propulser alors que l'on peut dire booster? On n'échange pas, on deal, on ne relève pas ses courriels, on check ses mails. Soudain, angoisse. Deux et ce. Est-ce que la langue française s'appauvrit ou est-ce qu'elle s'adapte? Puisque cela vous intéresse, je termine, enfin, la dernière main, à une chose tout à fait passionnante. Il fera du bruit. Et oui, chaque année, de nouveaux mots font leur entrée dans le dictionnaire. Les petits derniers, hashtag, Zumba, selfie vapoté taffé ou encore bolos. Le parler jeune, les dick au kiff, on y trouve avant le somme, être dégoûté ou encore wesh, salut. Pour les urgences, en cas de texto indéchiffrable, un truc, une astuce, le traducteur de SMS. Aux grands mots, les grands moyens. Faut-il entrer en résistance? Le français est-il en péril? Ou simplement en mouvement? Bon, je te laisse méditer là-dessus. Goodbye. Bonsoir à tous les trois. On va essayer de reprendre nos esprits et de poursuivre ce débat autour de la langue française et sa pureté à conserver, oui ou non. Éric Orsena, vous êtes un immortel durable. C'est rare. Vous essayez. J'essaye, j'ai des régimes pour ça. Vous êtes romancier, vous êtes Oui, grammairien, on vous connaît. Et alors, vous êtes l'auteur de cette petite boîte à malice espiègle, la boîte de la langue française, pour découvrir l'origine de toutes sortes de saloperies. Je veux faire entrer mots le rares, plaisir, argot, etc., etc. le plaisir dans les familles. À côté de vous, Grand Corps Malade, bonsoir. Vous êtes slameur, patient. Ça, c'est un ouvrage qui relate votre parcours. Et Funambule, c'est bien cela? C'est votre dernier album. Et à côté de vous, un linguiste, Bernard Cerchilini, et les petites chroniques du français comme on l'aime, par exemple, c'est chez Larousse. Je précise que vous êtes également membre de l'Oulipo, dans la continuité de Raymond Queneau et autres, l'ouvroir de littérature potentielle, un lieu où des gens très bien, comme Florence Delay et d'autres, s'amusent beaucoup avec le français. Nous nous amusons beaucoup, en effet. Une question d'un de nos spectateurs, Nadia. Oui, un spectateur internaute, la voici. La langue française n'en prend-elle pas un coup quand les films et les séries télé ne se traduisent même plus et que ça donne House of Cards, Peaky Blinders ou Desperate Housewives? Éric Orsena, est-ce qu'il faudrait traduire systématiquement? Est-ce que les chaînes devraient traduire systématiquement les titres de séries, par exemple? Moi, j'aime bien. Si les gens parlaient anglais, ça serait pas mal. Mais comme ils ne parlent pas anglais, autant traduire. À un moment donné, il n'y avait plus de chansons françaises. On a décidé que ça serait bien qu'il y ait une petite proportion de chansons françaises. Les gens ont dit, ah oui, mais alors? Et les gens ont dit, ah bah ça parle de moi. Donc moi, je préfère savoir de quoi on parle. Et le résultat des courses, c'est que les 10 albums les plus vendus en France l'année dernière étaient 10 albums français, à commencer évidemment par celui de Stromae. Ce sont les chiffres officiels du syndicat. Ça veut dire, Grand Corps Malade, que les frontières, les quotas, le protectionnisme, ça peut avoir du bon? Ah bah oui, si c'est des lois intelligentes qui prouvent que la création française en français est active et qu'il y a plein de belles choses, tant mieux si tout le monde s'arrange pour défendre ça. C'est peut-être aussi que les plus jeunes, eux, ils n'achètent pas la musique et donc ils ne sont pas dans les statistiques. Alors les plus jeunes, si on voit les meilleures ventes, c'est souvent des très très jeunes. C'est qu'en fait, c'est les parents qui achètent. Donc après, il y a peut-être un âge où on pirate un peu plus, où on télécharge un peu plus. Mais en tout cas, il y a les plus jeunes, c'est... toutes les meilleures ventes, c'est un public très jeune. Alors, on revient un petit peu sur le français. S'enrichit-il ou s'appauvrit-il avec toutes sortes de nouveaux mots, des mots valises, des néologismes? Bernard Cerchilini, vous disiez récemment, en fait, il y a eu 3 grandes périodes où l'inventivité de la langue française a été remarquable, de la langue française, pardon, la Renaissance, les Lumières, et maintenant. Et maintenant. Alors là, on a du mal à le comprendre. Non, c'est évident. Il y a à peu près 20 à 25 000 mots nouveaux en français actuellement. Qui sont tous absorbés par la langue? Alors,
ils sont absorbés, ils ne restent pas tous, mais la langue produit énormément. On a à peu près quelque chose de comparable à l'époque des Lumières de l'encyclopédie. Mais ce jugement-là, il est purement quantitatif, Éric Orsena, non? Non, il n'est pas quantitatif. Il y a des mots qui sont extrêmement intelligents et précis. Une langue, c'est vivante. Il faut faire comprendre ça. Il y a des mots qu'on ne dit plus, genre taiseux, des choses comme ça, c'est dommage. Mais on pourrait les dire aussi. Mais il y a d'autres mots qui sont formidables. Donnez-nous des exemples de nouveaux mots bâtis à partir de mots anglais. Kiff? Parce que c'est un mot concret. Ah oui, vous adorez ça. Oui, j'aime bien parce qu'il n'y a pas l'équivalent français. Ce qu'il n'y a pas l'équivalent français, que la langue française se bouge pour trouver ce qu'il y a de mieux. Et pourquoi pas accueillir Kiff comme on a accueilli des dizaines de milliers de mots. Et qui s'y oppose? Personne. Si, parce qu'on dit comment, c'est les gens qui kiffent pas qui s'opposent. Mais dès que tu kiffes, tu prends le kiff. Et là, tu bottes en touche. Eh ben non, mais voilà, t'es content de kiffer, donc tu prends kiff. En même temps, Bernard Sacchellini, résister, alors on vous place assez vite dans la position du vieux réac, mais il y a aussi beaucoup de mots qui n'ont pas le charme de celui que vient d'exprimer Éric Orsena. Est-ce qu'il faut quand même des gardiens de la langue? Non, il faut des gens qui aident à créer la langue. D'abord les écrivains, pour commencer, et puis la jeunesse qui saisit la langue et qui produit des mots. C'est évident. Et c'est ça. Proust dit quelque part que les meilleurs défenseurs de la langue sont les écrivains parce qu'ils l'attaquent. Ils lui font rendre gorge. On a vu tout à l'heure avec Lucchini. C'est ça qui est bien. Il faut produire des mots. Tu citais Kiff tout à l'heure, mais on pourrait citer aussi tout simplement ordinateurs, logiciels, courriels qui ont été inventés et qui s'utilisent tous les jours. Donc on a les moyens de créer des mots. Utilisons-le. Où et avec quelle souche produisez-vous vos mots encore malades? Où allez-vous puiser? Dans quel lexique? Dans quel vocabulaire? C'est évidemment un grand mélange de ce que j'ai appris à l'école, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai écouté comme chanson et du langage aussi de la rue. Des langues étrangères aussi, un peu. Oui, bien sûr. L'arabe, des langues africaines. Moi, j'ai grandi à Saint-Denis, donc je trouve que c'est un terrain d'une richesse incroyable au niveau des expressions, au niveau de la culture de la tchatch, de la vanne, et donc du coup, c'est beau ça. Et j'adore entendre que cette culture de la tchatch, de la vanne, c'est déjà parti. C'est musical. On a l'impression qu'il va partir là. Mais d'ailleurs, on va l'entendre tout de suite, on va passer un extrait. Non, c'est pas... Non, chacun son truc. Ça va swinguer sous la coupole. 105 nationalités au marché de Saint-Denis le dimanche matin. Il connaît bien Saint-Denis. Il connaît bien, il y a pas mal de Maliens aussi. On écoute un extrait du dernier album de Grand Corps Malade. Je mets de la lumière pour voir l'avenir, mais parfois j'aime autant l'éteindre. Dans l'avion, on se fout de l'objectif, ce qui compte c'est la route pour l'atteindre. Alors j'avance sur un fil parmi les chemins qui s'éparpillent. En équilibre malhabile, je suis un funambule à béquille. Je suis un funambule, j'avance loin des certitudes. Les pieds sur terre, l'air dans ma bulle, l'équilibre est une attitude. Je suis un funambule, j'avance loin des certitudes. Bernard Sacchellini, ce matin, Fleur Pellerin, ministre de la Culture, disait le français n'est absolument pas en danger. Partagez-vous cet avis qui est très péremptoire et particulièrement optimiste? Oui, tout à fait. On ne l'a jamais autant parlé depuis qu'il s'est détaché du latin. Environ 220 millions de personnes l'utilisent tous les jours. On ne l'a jamais autant écrit grâce à Internet. On ne l'a jamais tant utilisé. Je dirige une association d'universités qui utilise la langue française. Elles sont actuellement 804 dans le monde, du Brésil à la Chine. Donc le français est une grande langue d'enseignement supérieur, de savoir et d'échange. Il n'y a aucun danger. Moi, je ne voudrais pas jouer les rabat-joie, mais vous nous parlez d'un français. Voilà, sauf en France. Vous nous parlez d'un français formidable, enrichi, métissé, etc. Mais il y a un élève sur 5 qui arrive au lycée et qui ne maîtrise pas le français. La France, ça, je crois... C'est pas la peine de la langue. Oui, mais sauf que tout est lié, on ne transmet plus la langue. C'est l'élève. Ah non, mais l'école transmet toujours la langue. Il faut voir seulement les méthodes qu'elle utilise. Il faut faire en sorte que l'enfant apprenne la langue. Grand Corps Malade, vous avez quelque chose à dire sur ça, sur la transmission? Oui, sur le français à l'école. Je défends, moi, dans mes petits ateliers slam que j'anime, de faire écrire les élèves. Je dis toujours ça. C'est évidemment qu'il faut apprendre Hugo, Baudelaire, etc. Mais quand on entendait Lucchini, d'ailleurs, tout à l'heure, qui faisait... Qui n'écrit pas, qui dit. Non, justement, qui disait, mais en alexandrin... Je me dis, voilà, c'est ce que je dis toujours, faisons écrire les élèves en alexandrin, disons-leur, allez, là tu vas écrire un poème. Donc pour une fois, frotte-toi à une rime, à un jeu de mots, à un nombre de pieds dans un verre. Et du coup, une fois qu'il se frotte à ça, là il se l'approprie de manière ludique. Et du coup, après, quand il entend les alexandrins de La Fontaine ou de je ne sais qui, là, du coup, ça résonne différemment parce qu'il s'y est frotté vraiment. Alors, Oulipo est un service public. Il apprend des contraintes. C'est important d'apprendre. Éric Orsena, la question de la francophonie, les projections à 2050, 700 000
millions de personnes sont censées parler le français dans le monde. Mais comme vous le disiez tout à l'heure, le problème, c'est la France. Attendez, d'abord, c'est la France, parce qu'il y en a quand même, 1 sur 5 qui a des vraies difficultés avec le français. Donc ceux-là, il faut les réintégrer dans cette formidable république vivante qui est la langue. Parce que c'est dangereux de ne pas parler, de ne pas maîtriser la langue, parce que la lecture est nécessaire comme jamais. Éric Orsena, quand la princesse de Clèves, par un ancien président de la République, est considérée comme quelque chose de parfaitement facultatif, quand des campagnes de publicité de compagnies aériennes nationales utilisent des slogans en anglais, est-ce que vous trouvez ça normal que les élites, les clercs et les gens qui font de la communication... Mais c'est pas normal, c'est ringard. Quand vous avez dans la SNCF Monob Daily, c'est débile. Déjà que c'est cher la SNCF, et si en plus c'est débile, mais franchement, on prend le train parce qu'on ne peut pas aller autrement. Mais franchement, c'est complètement nul. Alors quoi? C'est un problème de volonté politique? Mais non, mais c'est ringard et ça date pas d'hier. Mais voilà, c'est comme quand on dit The Voice, mais la voix c'est plus court. Quand on dit il y a une battle. Mais c'est complètement nul de dire ça. Eh bien, c'est années 60. Je vais vous en faire entendre une de Voice. Nous sommes le 19 mai 1974. Valéry Giscard d'Estaing vient d'être élu et il s'adresse à la presse internationale, aux médias qui sont devant lui, pour remercier les Français de son élection. Et là, surprise, il le fait en anglais. If you wish, I can try to say it in English. Please be silent to not disturb me. You, my countrymen, have designated me for this office. If I am elected, it's because you have wished me good luck. I send my very cordial congratulations to my unlucky competitor. Alors, ce qui est formidable avec Giscard, c'est que tout le monde a l'impression de pouvoir comprendre l'anglais. En tout cas, cette séquence prouve au moins une chose, Éric Orsena, c'est que vous n'êtes pas rancunier, puisque vous l'avez accueilli à l'Académie française en 2003, je pense. Chef de l'État, vous comprenez? Est-ce que on est obligé, c'est pas le début, ça, d'une forme de soumission? C'est-à-dire qu'au nom de la modernité, qu'incarnait Giscard après les années De Gaulle et Pompidou, il faut être de son temps, donc il faut parler l'anglais. Mais non, de son temps, ça ne veut rien dire. D'abord, il faudrait qu'il parle bien anglais. Parce que pourquoi j'aime tant la langue française, c'est que j'adore l'anglais. J'ai fait des études en Angleterre, donc j'ai pas de problème avec l'anglais. J'adore l'anglais. Mais quand on va, il est grotesque, si vous voulez que je vous dise. Mais même s'il parlait un bon anglais, la question serait la même. Non, mais ça, c'est la première chose. Mais la question sera la même. Il est président de la République française, il parle français, il y a des formidables traducteurs. Pourquoi c'est la modernité? Pas du tout. La modernité, c'est la diversité. Est-ce que vous trouvez que les politiques aujourd'hui parlent bien le français? Est-ce qu'ils donnent le bon exemple? Ils n'ont pas le goût. Ils n'ont pas le goût formidable de cette, encore une fois, République qui est la langue. C'est un cadeau d'être président de la République. Et dans ce cadeau-là, il y a cette sensualité de la langue. J'ai vu François Mitterrand parler évidemment admirablement français, mais je l'ai vu aussi, sensualité avec les hélicoptères, quand il racontait la France. Il avait cette sensualité-là. Qui fait défaut aujourd'hui. Et ce n'est pas des technos qui pensent que la France est une somme de petites solutions comptables minables. Alors, Nadia, parlez-nous d'un duel à fleurs et moucheté qui s'est déroulé à l'Assemblée nationale. Oui, sur la féminisation des noms de titres et de fonctions. Vous aviez d'ailleurs rédigé un rapport là-dessus en 99. C'était en octobre 2014, effectivement. Une femme, Sandrine Mazetier, préside la séance. Un homme, le député UMP Julien Aubert, prend la parole. On l'écoute. Merci, madame. J'en profite en introduction, puisque vous m'avez... Non, madame, ça va pas non plus. Vous m'avez menacé. Non. Attendez, monsieur Aubert, vous n'avez plus la parole. Soit vous respectez la présidence de séance, soit il y a un problème. Mais je respecte... Donc c'est madame la présidente. J'utilise les termes de l'Académie française. Il y a un rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal. Faites un rappel à l'ordre, madame le président. Il a un peu perdu le sourire depuis, parce que ce monsieur a écopé d'une sanction financière. Et 139 députés se sont mobilisés en sa faveur. Ils se sont même cotisés pour lui verser le quart de l'indemnité parlementaire dont il a été privé. L'Académie française a réagi. Elle a fait une mise au point, mais qui est quand même assez floue. Pour résumer, elle ne dit pas non à la féminisation des métiers. En revanche, elle est
très très opposé à la féminisation des titres, des grades et des fonctions académiques qui comptent 34 hommes, 5 femmes et qui visiblement, d'après ce qu'on a entendu, se donnent du cher confrère. Quel est le problème de l'Académie française avec cette question de féminisation des titres et des fonctions quand il est question de pouvoir tout de suite? Parce que nous sommes garants de la continuité de la langue et dans le français, il y a une fonction qui vient du latin qui est le neutre. Et le neutre, il est implicite. C'est pour ça qu'on dit Madame le Président. Maintenant, l'Académie française, au bout d'un certain temps, reconnaît l'usage, bien sûr. Elle rappelle simplement d'où elle vient, c'est son origine, et puis au bout d'un moment, elle dit l'usage. Donc on dit maintenant, Madame la Ministre, mais il y a d'autres mots qui sont nuls. Écrivaine, pour moi, c'est nul. Pourquoi? Parce que c'est pas beau. Non, parce qu'il y a veine. Et il n'y a pas 20 dans écrivain? Parce que... Ben oui, mais on l'entend moins. Exactement. Non, mais pourquoi? Mais vous aimez écrivaine? Moi, ça ne me pose aucun problème. Alors, moi non plus. Moi non plus. Au contraire. Mais alors, vous n'avez aucune conviction si vous changez d'avis. Non, j'ai pas de conviction. Simplement, je vous rappelle la ligne. Ouais. La ligne, c'est rappeler l'origine. Vous appelez Hélène Carrère d'Encausse, cher confrère? Comme ça, non. Puisque vous vous donnez du Je l'appelle confrère. Madame la mère supérieure. Ah, c'est mieux. Vous vouliez reposer la question à Bernard Sacchellini? En fait, oui. Parce qu'il y a des mots, j'ai appris ça dans le dictionnaire, qui sont épicènes. Épicène, Alors, un mot épicène, c'est enfant, secrétaire, cinéaste, ou on peut dire un ou une. Pourquoi on ne fait pas ça aussi avec président? Est-ce que la réalité, c'est pas que les féministes ont pris un peu le pouvoir et que c'est au nom de la parité qu'on féminise tout systématiquement? Non, non. Épicène, c'est de la morphologie. C'est un mot qui a le même genre, même forme, masculin et féminin. Aussi adorable, l'adjectif adorable. C'est autre chose. Là, il s'agit de personnes qui ont un sexe, qui sont des hommes ou des femmes. Vous dites un boulanger, une boulangère. Vous direz donc un ministre, une ministre. C'est tout simple. Et l'Académie française, dans sa grande sagesse, va comprendre que l'usage a tranché. Voilà. Et donc, elle est greffière de l'usage. Voilà quelqu'un qui aimerait rentrer à l'Académie française. Mais il n'y a pas encore beaucoup de fauteuils, mais la logique veut qu'il y en ait. Oui, oui. Alors, juste, oui, il n'a pas dit oui, il n'a pas dit non. Juste un petit flashback avec le rétroviseur de Marc-Antoine de Porrette, notre tendron, sur la création sous Louis XIII et par Richelieu de l'Académie française, une institution unique au monde. Regardez. En 1635, sous le règne de Louis XIII, le cardinal Richelieu officialise la création de l'Académie française. 40 membres pour veiller sur la langue française. Donner des règles, la perfectionner et composer un dictionnaire dont la première version apparaît en 1694. C'est d'ailleurs à la langue française que s'adresse la devise de l'Académie, à l'immortalité. Et non à ses membres que l'on surnommera pourtant les immortels. Parés de leurs habits verts, d'un bicorne, d'une cape et d'une épée, il faut attendre 1980 pour voir entrer la première femme à l'Académie, l'anagogique Marguerite Yourcenar, qui n'était pourtant pas candidate. Je suppose que c'est parce qu'ils aiment mes livres, ce dont je leur suis infiniment reconnaissante. Je trouve assez beau qu'ils aient tout de même pris quelques risques, même le risque de se faire parfois insulter en mon honneur. Ça me touche beaucoup. C'est même ma raison d'accepter. Aujourd'hui encore, elles ne sont que 5 à siéger sous la coupole de l'Institut de France. Si Éric Orsena a échappé au fauteuil 41, occupé symboliquement par ceux qui n'ont pas été reçus, il a aussi évité la malédiction du fauteuil 32. Ils sont morts lorsqu'ils ont voulu s'asseoir sur le fauteuil hanté. Lucien Bonaparte en a été exclu en 1816. Robert Aron et Hippolyte Langlois n'y auront séjourné que 5 jours pour l'un et 7 mois pour l'autre. Quant à Alain Robbe-Grillet, élu au fauteuil 32, il n'y posera jamais son derrière, jugeant les traditions de l'Académie quelque peu dépassées. Et prochainement, vous accueillerez Dany Laferrière, écrivain haïtien qui écrit en français merveilleux, et Marc Lambron. C'est une institution unique au monde? Désuétude ou signe de vitalité dans le rapport passionnel des Français avec leur langue? Mais pourquoi quelque chose qui existe depuis longtemps soit désuet? Pas du tout. C'est une continuité, c'est une gratitude, comme il y a des monuments qui demeurent. Et puis c'est beau un endroit. Écoutez, un endroit où tous les jeudis on parle de la langue de la tribu, de la langue de la République. Je trouve c'est un bel endroit. Et franchement, il y a des dialogues, des moments absolument immenses. J'ai entendu Lévi-Strauss, c'était extraordinaire sur la définition du mot race. Imaginez ce que c'est. J'ai eu la chance immense d'avoir 12 ans à mes côtés François Jacob. J'ai vu la Pierre Nora, enfin, c'est des trésors. Et de temps en temps, il y a des réunions publiques et je vous assure que les gens s'ennuient pas. Peut-être pas assez. Pour partager. Peut-être, tout à fait, je suis bien d'accord. Je dirais, elle est unique au monde dans son rapport au pouvoir, parce qu'il y a une académie en Italie, en Espagne, un peu partout. Mais l'académie est liée à la République actuellement. Et la langue française est la République. Et la langue. Avant tout.
Alors, Grand Corps Malade, vous n'êtes pas encore à l'Académie française. On ne va pas redemander à Icor Sénat si vous pourriez y entrer. Mais en revanche, vous êtes à l'école, vous disiez, vous faites des ateliers de slam, mais il y a une espèce de confusion, du coup, ce qui est peut-être nouvelle, entre la culture populaire et la culture scolaire. Est-ce que c'est pas un peu dommage? C'est-à-dire que les enfants passant peu de temps à l'école, est-ce qu'ils ne devraient pas plutôt apprendre Apollinaire à l'école et écouter vos albums une fois qu'ils sont rentrés chez eux? Non, parce qu'il y a une manière d'apprendre qui de toute façon ne sera jamais la même si c'est un intervenant extérieur et son prof de français. Et du coup, un intervenant extérieur qui vient, il amène une petite nouveauté, déjà il amène une écoute particulière chez les élèves. Et il amène après, moi je n'ai pas une formation académique de prof de français, j'amène juste mon petit bagage, mon petit vécu, mais on défend la même chose, on a envie de faire écrire les élèves, après d'entendre les élèves dire leurs textes en français, et on a envie, et je partage ça avec tous les profs de français, que les élèves s'approprient cette langue. Vous êtes une espèce de passeur? Ouais, je pense, parce que voilà, moi, avant, je faisais du sport, j'aimais bien entraîner les enfants. Maintenant, je fais du slam, j'écris en français. J'aime bien aussi faire écrire les autres. Donc, je fais des interventions dans les collèges, dans les prisons, dans les maisons de retraite. Ouais, passeur, j'aime bien ça. On dit passeuse ou pas? Passeuse, c'est bien aussi. J'aime bien. Qu'est-ce qu'on dit? Passeuse? Donc tout va bien pour le français. Il n'y a pas d'hégémonie de la langue américaine ou anglaise? Tout va bien. Non, tout va pas bien en France. En classe de 6e, encore une fois, 1 sur 5. C'est terrible. Parce que ceux qui ne maîtrisent pas la langue française en classe de 6e auront à 90% des problèmes pour trouver des emplois, premièrement. Donc c'est terrible. Donc ceux-là, il faut les réintégrer dans la communauté. Vous aviez invité quelqu'un qui disait qu'il était illettré. Et il disait qu'il était orphelin. Mais en même temps, il était exilé. Merci Eric Rostena. On n'a plus le temps de poursuivre ce débat. Merci en tous les cas d'être venu en cette journée de célébration de la langue française et de la francophonie. L'émission reste accessible sur la toile 24 heures sur 24 en version enrichie à la page 28 minutes. Dans un instant, Quai des Orfèvres, S'en éteindre, travail d'orfèvre, le chef-d'œuvre cruel, très sec et très tendre d'Henri-Georges Clouzot avec Jouvet, le patron, dirait Lucchini, et Bernard Blier. À demain 20h05. La grand film. Bis Morgen. Tchuss, c'est de l'allemand. Ce sont des amis. Français, c'est un plaisir. C'est